13h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce dimanche. Économie solidaire, le secteur affiche bonne mine et gagne en compétitivité. Tourisme, produits du terroir et artisanat, toutes filières confondues. Plusieurs mini-entités passent le cap de l'entrepreneuriat coopératif grâce au soutien, entre autres, de l'Office national de conseil agricole. Nous verrons comment dans un instant. Sa floraison annonce l'arrivée des beaux jours. La fleur d'oranger garnit les paysages. Focus sur ce procédé de sa distillation. Essentiellement féminin, ce cérémonial ancestral citadin se perpétue aujourd'hui encore. À Marrakech, un moussem est dédié à ces traditions transmises de mère en fille. Puis immersion dans l'univers de Manuel Pénicaud. Ce photographe, également anthropologue et documentariste, porte un regard propre sur les interactions interreligieuses autour de la Méditerranée. Ces clichés ont fait le tour du monde avant de prendre leur quartier à Casablanca. Prier dans le lieu de l'autre, une exposition à découvrir en fin de journal. Bonjour, avant de développer ces titres, le rappel des activités royales de la semaine avec Iman Ablou. De nouveau, l'intérêt qu'accorde Sa Majesté le roi Mohammed VI à la promotion du secteur de la santé en général et de la santé mentale en particulier s'illustre. Mercredi, le souverain procède à l'inauguration du centre de réhabilitation psychosociale du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Un projet solidaire réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement de l'ordre de 10,5 millions de dirhams. À cette occasion, Sa Majesté le roi visite les différentes composantes de ce centre qui a pour mission de prendre en charge les patients présentant un handicap psychique induit par des pathologies mentales graves et chroniques en vue de réduire les effets délétères de leur handicap et de favoriser leur réintégration sociale et professionnelle. Le nouveau centre permet aux patients traités, estimés à plus de 1300 par an, de rompre avec l'isolement provoqué par la pathologie mentale, comme il favorise le développement de leurs capacités relationnelles, l'acquisition de certaines compétences professionnelles et l'amélioration de leur sentiment de bien-être. Jeudi, Palais Royal à Casablanca, la 3e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan est présidée par Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin. Une causerie animée par le président du conseil local des Ulama de la préfecture des arrondissements d'Al-Fida Mer Sultan, Mohamed Mouchen, sous le thème « La vertu de s'attacher à la corde solide d'Allah et à la sunna de son prophète ». Le conférencier a expliqué que le Saint-Coran et la sunna du prophète sont la corde solide de Dieu et le chemin du salut, impliquant que le Très-Haut s'est chargé de préserver le Saint-Coran contre toute fausse addition ou omission et la protéger de toute distorsion, changement ou falsification. Et à la mosquée Al-Muhammadi à Casablanca, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a accompli la prière du vendredi. Et en ce dimanche 9 avril, le peuple marocain et les hommes et femmes du mouvement national de la famille de la résistance et de l'armée de libération commémorent le 76e anniversaire de la visite historique de feu Sa Majesté Mohammed V à Tanger et le 67e anniversaire de la glorieuse visite royale du père de la nation à Tétouan. Cette commémoration riche en signification et enseignements pour les générations montantes est l'occasion de célébrer 2 discours historiques prononcés par feu Sa Majesté Mohammed V à 9 années d'intervalle qui retrace un long chemin allant de la revendication claire et solennelle de l'indépendance à la consécration de l'unité du royaume. Place à présent au décryptage de l'actualité qui a marqué la semaine que nous quittons et c'est comme tous les dimanches en compagnie du professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonjour. Bonjour. Alors dossier santé pour commencer. Le Maroc vient de célébrer avant-hier, vendredi 7 avril, la journée mondiale de la santé. Cette journée a été marquée par la signature de la stratégie de coopération 2023-2027 avec l'Organisation mondiale de la santé. Quelle sera selon vous la portée de cette coopération concernant justement le secteur de la santé, qui est un secteur vital à l'aune notamment de la généralisation de la couverture médicale? C'est d'abord la 4e opportunité, c'est le 4e cadre de coopération avec l'OMS. Pourquoi avec l'OMS? Parce que l'OMS est une organisation mondiale chargée précisément d'accompagner
les politiques de santé dans les différents pays. Sur ce plan-là, le Maroc a des rapports privilégiés avec l'OMS. Premier point. Deuxième point, il y a la nouvelle stratégie de la santé que nous héritons de ce qui s'est passé à propos de la mobilisation des politiques publiques lors de la pandémie Covid-19. Ça veut dire qu'auparavant, évidemment, c'était pas négligeable, mais ça n'avait pas la même intensité, le même relief qu'aujourd'hui. Et donc, nous savons aujourd'hui que dans notre projet de société, dans notre nouveau modèle de développement, il y a la priorité à la santé. Et donc, il y a là un échange d'expérience, un savoir-faire, une mobilisation, une aide de l'OMS pour accompagner précisément le Maroc dans cette priorité donnée à la politique de la santé. Et dans l'actualité économique, nous allons nous attarder sur le point de conjoncture du HCP relatif au premier trimestre 2023, mais également aux perspectives du deuxième trimestre de l'année en cours. Il en ressort une légère accélération de la croissance de l'activité économique au premier trimestre de 2023, avec une progression affichée de 3% après une maigre croissance il y a un an. Mais également, le HCP table sur une hausse de croissance économique nationale. Celle-ci est appelée à grimper à 3,2% pour le deuxième trimestre de 2023. Trop optimiste ? Oui, vous avez raison, il faut nuancer. Il faut nuancer parce que le problème de ces prévisions conjoncturelles et trimestrielles, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de phénomènes plus persistants. Alors, évidemment, on a donné des taux. Reprenez les taux qui ont été donnés par la loi de finances 2023. Ils sont positifs. On prévoit une croissance de 3,1, 3,5%. C'était d'ailleurs le cas des organismes internationaux, Banque mondiale, FMI, HCP, même Banque centrale marocaine, etc. Mais c'était au début de l'année. Les chiffres que vous avez évoqués, c'est février, donc ils couvrent les mois auparavant. Or, aujourd'hui, il y a 10 jours, on a d'autres estimations, d'autres prévisions qui ont été une douche froide, notamment les prévisions de Fitch, qui est un organisme spécialisé crédible, vous le savez, il donne toujours la notation BB+ au Maroc. Donc c'est important pour le risque pays, mais il donne des résultats préoccupants, lesquels 1,8% de croissance comme prévision pour 2023. Une inflation de 7 à 8% pour 2023. Alors que les prévisions officielles donnaient 2,5%. Et donc nous sommes bien dans un palier maintenant, parce que c'est le mois d'avril et qu'on a plus d'éléments d'appréciation, pour relever que la conjoncture 2023 sera difficile, avec de surcroît une campagne céréalière qui est en deçà de ce qui était prévu. La loi de finances prévoyait 75 millions de quintaux céréales. Pour l'heure, nous sommes à un chiffre inférieur de 55 millions de quintaux céréales. Donc autant de facteurs cumulatifs qui font qu'il faut appréhender l'année 2023 avec beaucoup de préoccupations, puisqu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui posent problème. En revanche, il y a des secteurs qui marchent bien, c'est le secteur du tourisme qui cartonne, si je puis dire. Il y a les transferts MRE aussi qui sont dans le même palier haussier, et puis également une relance des investissements directs étrangers, les IDE. Donc beaucoup de prudence et de réserve pour les projections 2023. Nous enchaînons avec ce chiffre, 12,5 milliards de dollars. C'est le montant du nouvel investissement annoncé par la compagnie pétrolière nationale nigériane concernant le méga-projet du gazoduc Maroc-Nigeria. C'est l'équivalent de 50% du financement total de ce chantier titanesque qui devrait coûter 25 milliards de dollars. Quelle perspective couvre cette intention de financement ? De cofinancement. D'abord, c'est un projet arrêté par le Maroc et le Nigeria. Et c'est un projet proposé par Sa Majesté le Roi à l'ancien président nigérien Buhari. Donc c'est important. Ça a mis du temps. Il y a une réflexion, il y a des études, il y a aujourd'hui des avancées, notamment des études pré-techniques avec d'ailleurs des études aussi de montage financier qui sont en cours, qui avancent. Et puis il y avait un certain nombre de problèmes qu'il fallait régler, puisque c'est un gazoduc qui traverse 11 pays. Et pour traverser 11 pays, il faut qu'il y ait une convention ad hoc particulière avec chacun des 11 pays. Ça a été fait. C'est un projet, vous l'avez dit, de 25 milliards de dollars sur une dizaine d'années, un grand chantier. Enfin, les choses se mettent en place.
l'accord politique, les études techniques préalables, le montage financier qui est en cours, et puis maintenant un acte fort du Nigeria qui décide de débloquer la moitié du programme, c'est-à-dire 12,5 milliards de dollars, et une participation à hauteur de 50%. Pourquoi 50%? Parce que c'est le pays qui est producteur. C'est tout à fait normal qu'il ait donc cette part de 50% dans le projet. Ça veut dire qu'il y a une dynamique maintenant qui s'enclenche. C'est un signe fort adressé en direction des investisseurs financiers potentiels et du tour de table qui va venir, parce qu'ils vont voir que c'est quelque chose qui se fait. Ça crédibilise le projet aussi, ça crédibilise la vision marocaine, et puis c'est une coopération qui est une coopération de grands projets structurants. C'est pas une diplomatie du chéquier comme tel pays voisin. Nous sommes, nous, dans une stratégie de développement et de coopération sur la base de grands projets structurants. Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, merci à vous pour tous ces éclairages. Le monde des médias attristé par la disparition d'une grande figure du paysage médiatique national. Le directeur général décédé hier à Rabat à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie. Chroniqueur, grand reporter puis rédacteur en chef pendant de nombreuses années de l'hebdomadaire Maroc Hebdo International, le défunt a créé en l'an 2000. Aujourd'hui, le Maroc, un quotidien francophone généraliste. En 2007, il a été président du jury du Grand Prix national de la presse avant d'être élu en 2008 président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux, un poste auquel il a été réélu en 2011. En 2011, le défunt a été nommé par Sa Majesté le roi Mohamed VI directeur général de la MAP. Feu Khalil Hachim Idrissi compte à son actif plusieurs publications, dont Les Billets Bleus, chronique marocaine. Le défunt sera inhumé après la prière de Dohr au cimetière Chouhada à Rabat. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. Focus à présent sur un secteur qui occupe une place de choix dans le nouveau modèle de développement, l'économie solidaire et sa famille de coopératives. Certaines en germé, de très petites entités pour évoluer vers de vraies coopératives entrepreneuriales, aidées en cela par des programmes de formation et d'accompagnement. Exemple des sessions de formation offertes par l'Office national de conseil agricole qui permet à ces structures de développer leur autonomie et leur capacité de production. Fatna Tabout, Asher Ben Msloud. Nous sommes au siège de la coopérative Mazraati, dans la région de Ouled Zien. Active depuis 2000, cette coopérative s'est spécialisée dans la valorisation des céréales et de leurs dérivés. La structure fait travailler nombre de femmes et de jeunes du village voisin. Fort de leur succès, ces initiateurs se sont lancés dans la valorisation des produits laitiers. Nous avons l'ambition de développer davantage nos activités et devenir une coopérative entrepreneuriale. Nous prévoyons même de devenir sur le court ou moyen terme une coopérative à valeur touristique et contribuer à développer le tourisme rural. La coopérative entrepreneuriale, un modèle que beaucoup de coopératives veulent suivre. À travers des actions de formation et d'accompagnement, ces structures se développent sur la voie de l'autonomisation. La phase de création de l'entreprise est la plus difficile. Je me suis adressé à l'Office national de conseil agricole. Ils m'ont beaucoup aidé avec des sessions de formation, des initiatives de soutien et tout ce qui se rapporte à la gestion. Notre coopérative s'active dans l'élevage de poulets et l'engraissage de veaux. Nous assistons à cette rencontre pour avoir davantage d'informations, développer nos capacités de production et évoluer vers l'entreprise. باش نوصلوا المقاولة. هذه المواكبة ديال هاد الشباب كتتم عبر جوج مراحل. المرحلة الأولى هو ما قبل. Nous accompagnons les jeunes à travers deux volets. Le premier est celui qui précède la création de la coopérative. Nous les aidons à concrétiser leurs idées de projet. Ensuite, nous les orientons vers les sociétés de financement pour bénéficier des mesures de financement incitatives. نتاع التمويل باش يستافدوا من التحفيزات اللي وضعتها الدولة في هذا الإطار.
Une dynamique appuyée par la stratégie Maroc Vert, avec l'objectif de créer une nouvelle génération de coopératives agricoles. Accompagnement des projets et formation continue sont offerts aux entrepreneurs afin de favoriser la pérennité des projets. Marrakech fête la fleur d'oranger. Chaque printemps, un cérémonial ancestral est célébré comme il se doit. Je vous parle de la distillation de la fleur d'oranger Zahriya. Un procédé bien rodé que mènent des femmes. Elle perpétue une tradition qui trouve son origine dans les temps des fondateurs de l'art de vivre arabo-musulman en Andalousie. Amina Alam, Mohamed Hassan Mskoure, Oumeyma Ramli. Impossible de ne pas succomber à ce délicieux parfum. Mais avez-vous une idée sur la technique de sa préparation ? Ses doigts de fée distillent ses pétales avant de les mettre dans l'alambic. L'qtara, pièce maîtresse de cette technique. Quelques minutes plus tard, de doux effluves s'exhalent des tuyaux. Chaque printemps, la fleur d'oranger est cueillie et distillée. C'est une tradition ancestrale que nous veillons à perpétuer. La distillation de la fleur d'oranger a un côté très spirituel. Ces femmes derrière ce procédé méticuleux sont les gardiennes d'une tradition citadine qui remonte à fort longtemps. La Zahriya, un mousse manuel initié par l'association Al Mounia de Marrakech. Une manière d'assurer la pérennité de ce patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. La Zahriya de Marrakech dure 10 jours. Cette année, nous organisons des ateliers au profit de jeunes filles pour les initier et pour leur faire aimer ces traditions. Un moussem qui sublime le printemps, sa fleur blanche et ses traditions. Et quoi de mieux pour le clôturer en apothéose que ces belles notes de musique andalouse. Il a sillonné tous les plus grands musées du monde, de New York à Marseille, en passant par Ankara en Turquie ou Thessalonique en Grèce, Marrakech ou aujourd'hui encore Casablanca. Une exposition photographique intitulée « Prier dans le lieu de l'autre » et qui répertorie à la manière d'un ethnologue ou d'un historien tous ces lieux de pèlerinage dans lesquels les fidèles des 3 religions monothéistes se retrouvent ensemble, côte à côte. Une série photographique qui permet au grand public de découvrir et de se représenter ce que signifie très précisément l'hospitalité interreligieuse. Reda Fetchah, Abdelrahman Zian et Dominique Orlando. Nous sommes au large d'Istanbul. Comme tous les ans, à la date du 23 avril, ce sont près de 80 000 personnes qui se retrouvent au monastère grec-orthodoxe de Saint-Georges. Des pèlerins chrétiens, mais aussi de confession musulmane, qui viennent ici pour se recueillir et y faire des vœux. Loin d'être un cas isolé, il existe en particulier autour de la Méditerranée de nombreux autres sanctuaires qui sont partagés par juifs, chrétiens et musulmans. C'est ce que nous révèle cette exposition de photographie réalisée par l'anthropologue français Manuel Pénicaud, grand explorateur des notions d'hospitalité interreligieuse. Alors c'est évidemment un message de tolérance et de dialogue et de coexistence, un message important. Ça provoque du dialogue et c'est justement le but et ce que raconte cette exposition, c'est le dialogue interreligieux. Ça fait débattre, ça fait réaliser aussi la diversité dans laquelle nous vivons. Ça a évidemment une dimension culturelle et historique et géopolitique très importante, même si dans l'exposition cette partie-là n'est pas abordée. Au Maroc, donc on voit d'un côté les synagogues, les églises, les mosquées, et dans la vie de tous les jours, je trouve que Casablanca est un vrai exemple de vivre ensemble. Il n'est donc pas rare que de nombreux fidèles traversent temporairement les frontières religieuses pour aller prier dans le lieu de l'autre. Sans volonté de conversion aucune, le judaïsme, le christianisme et l'islam en effet partagent de nombreux cultes. Ils partagent aussi et surtout la croyance inaliénable en un Dieu unique. Et c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite votre télédiario en compagnie de Nedal Bouhmala. À bientôt.